Bonjour Sarah Mostrel, Bonjour. ravie de te retrouver ici. On était en train de faire un récapitulatif des fois où on s'est rencontrés. Ça fait un petit bout de temps, Ouais. c'était charmant. Donc oui, tu m'as dit, comment ça s'appelait le lieu où on a chanté toutes Alors les il deux? me semble qu'on s'est connus au Cosy C'est Montparnasse, ça. où on chantait dans les Oui. après-midi de De Michel Barbier, Créatica. de Créatica. Ouais, ouais. Et ensuite dans un cirque. On s'est revus. Donc oui, on avait fait le festival, on avait C'est ça. participé au C'était festival. Créatica aussi. Créatica. Ouais. Et on Oh, avait... deux fois au moins dans un Oui, cirque, hein, j'ai ouais. l'impression. Et puis après, Ouais. on s'est revus toutes les deux. Voilà, tout à fait. Voilà. Et depuis, on n'a Ah, on n'a jamais reçoit cessé nos de mails. communiquer On reçoit voilà, nos mails. de notre actualité. Quoi, oui. Tout à fait. Ouais. Voilà, mais tu as une vie riche, hein, tu as un parcours Mouvementé extraordinaire. un petit Mouvementé. peu. Un petit peu. Mouvementé. Donc né à Paris Oui. quand même. Oui. Oui, oui. Je suis née à Saint-Denis, pour être précise, D'accord. en 93. Mais je suis arrivée dans la région parisienne à 2 ans, enfin, tout Ouais. près de Paris, 15e en fait. Donc oui, on peut dire que je suis parisienne. Oui, et donc après, tu es partie faire tes études, tu m'as dit, en Israël Je suis carrément. partie à 19 ans faire mes études, c'est-à-dire que j'ai fait un bac scientifique à l'époque. Oui, le plus difficile. Voilà, j'ai commencé mes études d'ingénieur ici, j'ai fait une année de polytechnique féminine. Ouais. Et j'aimais pas l'ambiance du tout, j'avais envie de partir et je suis donc partie en Israël 10 ans. Je suis restée 10 ans, Waouh. assez longtemps. J'ai fait mes études d'ingénieur donc à Haïfa, dans le nord du pays, au Technion, donc une école d'ingénieur en électronique. Ouais. Et donc ça a duré 5 ans dans un campus à l'américaine. C'était quand même assez magique quand on a 19 ans de se retrouver. Je suis partie Ouais. toute seule, hein, donc jeune, dans un campus donc qui inspire une certaine liberté. Et puis ensuite j'ai travaillé pendant 5 ans à Tel Aviv En tant qu'ingénieur, oui. voilà. Et ça consistait en quoi? Alors j'ai fait plusieurs boulots. J'ai travaillé dans un hôpital, l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, où je m'occupais d'un appareil de radiation pour les malades du cancer. J'ai travaillé dans le technico-commercial, j'ai travaillé en informatique industrielle. Je me cherchais un petit peu en fait, hein, dès le départ. Mais tu écrivais déjà? Non, j'écrivais pas pas à l'époque, encore. mais disons que moi j'étais partie après 10 ans voir un peu plus de piano et je voulais être pianiste de jazz. Donc voilà, c'était le grand écart avec ces études qui correspondent plus à la voie tracée par la famille en fait. J'étais bonne en maths, etc. Donc voilà, j'étais partie pour faire des études scientifiques. Mais dans ma tête, j'étais assez rêveuse, j'étais assez sensible, j'étais déjà un petit peu ailleurs en fait, ce qui s'est confirmé ensuite. D'accord. Et ils ont dit quoi les parents quand ils ont vu que tu changeais de Alors de ça s'est fait voie? un peu plus tard hein, quand même. Je suis revenue en France, j'ai travaillé encore plus de 5 ans dans l'informatique. Et puis à un moment donné, j'étais au Crédit municipal de Paris qui a déposé le bilan, enfin pas qui a déposé le bilan, mais qui a changé de... Quand la direction en fait, du Crédit municipal de Paris a changé, tout le service informatique dans lequel je travaillais, on a été viré. Et donc j'ai profité de cette période de chômage en fait pour faire une formation de journaliste parce que en fait entre-temps j'avais commencé à écrire. Je voulais travailler dans l'écrit, mais mes livres ne suffisaient pas à subvenir à mes besoins. Donc j'ai fait cette école de journalisme pour pouvoir travailler dans l'écrit et continuer à écrire à côté. Ouais, et c'est ce que tu fais maintenant? C'est ce que je fais maintenant et après se sont rajoutés d'autres choses. Tout le reste, voilà, parce que tu es une artiste multi-carte, on va dire. Polyvalente. Polyvalente, voilà. Oui. Pluridisciplinaire, dit-on. Exactement, voilà, exactement. Donc tu chantes, tu écris. Mais ce que j'ai aimé beaucoup, c'est que tu as fait énormément de recueils de poésie. Donc c'est ça ton truc initial. Au départ, c'était la poésie qui m'est vraiment tombée dessus. Hein. C'est-à-dire que je dis tombée dessus parce que c'est vraiment venu comme ça d'en haut. Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. La première année, j'ai eu vraiment une boulimie d'écriture. J'ai écrit 500 poèmes en un an, ce qui était énorme. J'écrivais partout, tout le temps. Ça fait quand même un certain temps, donc j'étais plus jeune, mes enfants étaient tout petits. Ah, tu avais les enfants J'avais déjà. mes enfants tout petits et je crois que j'avais Tu t'es mariée là-bas? Je me suis mariée là-bas, j'ai ça. divorcé ici et donc mes enfants petits justement, j'avais probablement besoin de cette soupape
pour avoir quelque chose à moi, puisque les enfants, c'est très... Voilà, ça prend tout le temps. Donc, j'écrivais la nuit, en fait, quand ils dormaient. J'ai commencé à écrire comme ça, et ça n'a jamais arrêté. Mais c'est vrai que la première année a été extrêmement productive. Et là, voilà, là, j'ai commencé à écrire comme ça. Et puis après, c'est vrai que c'est venu sous forme de poésie. C'était pas forcément... ce à quoi je m'attendais à rien finalement, en fait, c'est vraiment venu comme ça, quoi, et ça a été un bonheur. Comment tu entendais, ça se formait en toi, c'est sous quelle forme? J'ai commencé à écrire une lettre à quelqu'un, en fait, pour tout dire, ça s'est fait comme ça, et puis ça m'est venu en poésie. Bon, c'était une petite relation amoureuse que j'avais à l'époque, c'est venu sous forme de poésie, la personne m'a renvoyé, m'a dit c'est super bien écrit, la poésie, etc. Puis après, voilà, c'était mon mode de fonctionnement, mon mode de communication. C'est super ça. Et après, j'ai donc continué à écrire. J'ai commencé à fréquenter des milieux littéraires, des endroits où je pouvais déclamer ma poésie, chose que je ne faisais pas du tout au départ, puisque c'était tout nouveau. Et c'est là qu'on m'a encouragée à publier, qu'on m'a dit mais ça nous touche, on se retrouve, etc. Et puis là, je me suis lancée dans un projet qui n'était pas du tout prévu au départ, quoi. Pour moi, c'était, j'avais fait des études, j'étais pas a priori programmée pour sortir pour ça, quoi. Et donc il a été édité. Donc j'ai publié assez vite les 2 premiers recueils, les 2 premières années en fait. Et puis après j'ai continué, j'ai jamais arrêté. J'ai continué à écrire dans des revues, j'ai participé à des concours, j'ai été très active. Je fréquentais un café littéraire aussi que j'aimais beaucoup. Où chaque mois, non chaque semaine, c'était même chaque semaine, je me rappelle, je faisais garder mes enfants pour pouvoir y aller. Ils recevaient un auteur qui parlait de sa démarche. Ça me fascinait d'entendre pourquoi les gens écrivaient. Et puis après, il y a eu une petite scène ouverte où on pouvait aussi dire sa poésie. Et ça m'a beaucoup motivée, tout ça. Ça a enrichi mon univers, ça m'a conforté dans mon écriture aussi, parce qu'on avait besoin d'être encouragé quand même, de savoir un peu ce que les gens pouvaient... Mais les gens adorent la poésie en réalité. Les gens adorent la poésie et en ont extrêmement besoin, mais ça peut faire peur la poésie. Les gens qui ne connaissent pas, c'est pour ça qu'aujourd'hui je l'ai dédramatisé en la chantant. Ce qui est peut-être plus facile. Ouais, c'est pas trop mon truc le slam, mais ça peut être sympa. Hein, oui, alors comment c'est venu la chanson en fait? Alors la chanson, c'est un peu la continuité de donc, cette musique dont je parlais au départ, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de piano étant jeune, hein, j'ai fait le conservatoire en fait. Ensuite, quand je suis partie en Israël, j'avais plus de piano, donc une petite frustration quand même, même si je jouais un peu là-bas dans le club de l'université. Et quand je suis revenue en France, j'ai repris des cours de piano, dont 1 an de jazz d'ailleurs, mais j'étais plus formatée pour le classique et pas pour le jazz. Et à un moment donné, un ami à moi, un ami poète, musicien, m'a proposé de mettre en musique mes textes, que j'avais déjà publiés. Et c'est comme ça que le raccord s'est fait finalement. J'étais ravie donc de pouvoir allier les deux. Et puis j'ai commencé à chanter du coup sur ces textes. Au début, j'ai beaucoup déclamé, puis après j'entendais la mélodie, évidemment, comme je suis musicienne, ça me parlait beaucoup. Et puis j'ai commencé à chanter. Et puis du coup, il y a eu des disques. Voilà, après ça, c'est 5 au moins. Là, c'est le 5e qui est sorti. Donc il y a eu un spectacle avec ce musicien, pianiste, Pierre Mèche, pour ne pas le nommer, qui m'a un peu mis le pied à l'étrier des spectacles, de la scène. Hein. On a fait un grand spectacle avec, à l'époque, un piano, un violon, des danseurs, un saxo. Enfin, c'était quand même assez magique. Pour moi, c'était magique. Hein. C'était le premier grand spectacle. Et puis, j'ai pris goût. Tu penses. Et puis donc, voilà, le premier disque. Et puis, j'ai toujours écrit mes textes. Et dernièrement, j'ai aussi écrit la musique. Ça, c'est récent. C'est récent. Très bien. Dans le nouveau disque, alors. Voilà, pendant le confinement... La musique est la arrivée. parole et la musique me sont venues, et c'est un petit peu comme la poésie m'était venue à l'époque. C'est-à-dire, ça m'est un peu tombé dessus aussi comme ça. Dans un contexte familial assez difficile aussi. Et puis je crois que, je sais pas, dans ces moments-là, peut-être qu'on a cette chance-là, nous les artistes, d'avoir justement cette inspiration-là, cette chose. En fait, c'est l'énergie on transforme l'énergie quelquefois négative, on la transforme en quelque chose de beau. Mais c'est complètement inconscient en fait, ça se fait de manière naturelle. Heureusement.
Et heureusement qu'on peut faire ça, parce que c'est une grâce. Oui, c'est complètement des moments de grâce. Enfin, j'en ai vécu plusieurs. Vraiment, dans le côté artistique, on ressent ces moments de grâce. Par exemple, le premier disque, c'était une séance studio. On a enregistré les 15 titres dans la journée. C'est un truc de dingue, quoi. Quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, oui, vous aviez toute l'énergie pour je sais pas, ça s'est fait. J'avais jamais fait de studio de ma vie. Ça s'est fait comme ça. Et ça a fonctionné, quoi. Donc, c'est vraiment des moments de grâce. Je l'ai senti comme ça. C'est une chance. Et donc, j'ai vu que tu as écrit des romans aussi. Oui, donc il y a eu beaucoup de poésie, beaucoup de recueils de poésie publiés, et puis ce roman Un amour sous emprise, pour ne pas le nommer, aux éditions Trait Daniel. Je voudrais qu'on en parle justement, parce que c'est mon éditeur, moi aussi. Et en fait, j'ai reçu beaucoup de femmes ici qui ont parlé de leur parcours de femmes, de mères, d'épouses, etc. Et sur Bonheur TV, quand on ne pouvait pas trop bouger l'année dernière, j'ai eu aussi des thérapeutes qui parlaient de tout ça et de la manière de s'en sortir, parce que c'est un sujet d'actualité. Ah oui, c'est un sujet complètement d'actualité. Parce qu'il paraît qu'il y a une femme une femme sur 5 qui tombe dans cette emprise-là. Oui, en plus, ça, c'est des femmes battues, tout ça. Mais là, c'était vraiment plus l'histoire d'une emprise psychologique, une manipulation psychologique. Tu peux nous en parler ou oui, alors j'ai donc voulu raconter l'emprise d'une jeune femme de 23 ans par un homme plus âgé qu'elle, de 20 ans plus âgé, qui la conditionne complètement dans un amour utopique, mais elle ne le sait pas et elle y croit puisque c'est un de ses premiers amours, et qui en fait la manipule du début à la fin et qui la manipule d'une façon, enfin, ce qu'on appelle la perversion narcissique. Hein, donc c'est quelque chose d'extrêmement stratégique et extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, il lui ment sans arrêt, mais elle s'en rend pas compte parce qu'elle est tellement amoureuse qu'elle lui donne beaucoup de choses. Il lui donne tout ce dont elle a besoin a priori. C'est-à-dire c'est une femme un peu intellectuelle qui aime l'écrit. Il est très agile, il est très brillant. Donc il y a une admiration. Donc il répond à ses exigences entre guillemets intellectuelle et puis physique aussi, et en fait il l'a fait marcher tout le long. Et il lui fait des enfants alors dans l'histoire? Non, il ne lui fait pas des enfants. Non, il ne lui fait pas des enfants, mais en fait c'est quand même un des êtres très particuliers qui ont souvent deux facettes, qui est un petit peu Dr Jekyll et Mr Hyde, donc qui peuvent être complètement charmants, extraordinaires et délicieux, et puis vraiment des monstres en fait. On les appelle aussi même les vampires schizoaffectifs, ce qui est quand même un terme assez dur, et ce sont des gens qui dégagent la mort finalement, parce qu'ils ont une énorme séduction, ils jouent là-dessus, ils choisissent en général aussi des proies faciles, qui ne sont pas anodines, c'est-à-dire des gens un peu fragiles, un petit peu sensibles, etc. Donc ils savent que ces gens-là seront peut-être plus à même d'être manipulés finalement. Et donc c'est toute cette histoire, cette emprise au fur et à mesure du temps. Le livre se passe sur 2 années que j'ai voulu raconter vraiment au jour le jour, pratiquement sur 2 années. Elle s'en est rendue compte, donc ton héroïne. Elle s'en rend compte à la fin, un peu par hasard, mais en attendant elle est quand même détruite et il faut se reconstruire, quoi. Et il y en a qui n'ont pas la chance de se reconstruire. C'est-à-dire que toute l'énergie a été aspirée. Il y a des femmes qui deviennent anorexiques, des femmes qui se suicident, des femmes qui ne sortent jamais de l'emprise. Et puis elles sont accros quelquefois à cette emprise. Et elles sont dans cette sorte de oui, ils arrivent à... C'est une sorte d'addiction presque. Elles sont persuadées que la personne les aime. Elles ont parfois aussi dans le livre notamment le désir de les sauver même, puisque quand elles se rendent compte de la pathologie, elles se disent moi je vais être celle qui va... Avec mon amour, je vais pouvoir... Oui, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut que l'autre veuille oui, guérir. Puis en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut fuir et qu'il n'y a rien à faire et que ces gens-là ne sont pas capables d'aller consulter ni ne se remettre en question. Ça ne peut se faire que si l'autre est partie prenante, et ce qui n'est pas le cas. Et qu'il est conscient qu'il y a un problème, parce que, à mon avis, ce sont des êtres eux-mêmes qui ont été traumatisés. Oui, alors il y a forcément une raison, mais après, il y a toute une littérature psychiatrique autour de ça. Mais ils peuvent être conscients, mais il y a une sorte de jouissance quand même maladive dans cette c'est une sorte de personne un peu sadique quand même, parce qu'ils se rendent bien compte que les gens sont malheureux autour, mais ils sont tellement concentrés sur eux-mêmes
est tellement narcissique que l'essentiel c'est qu'on les aime finalement, peu importe ce qu'ils s'aiment autour et les dégâts qu'ils font autour. Donc c'est vrai que c'est un phénomène. Alors, là, on assiste dans ton livre au mensonge. Oui, par exemple, il lui donne rendez-vous, il vient jamais, mais il trouve des excuses, ou bien il lui dit, ben oui, parce qu'elle se dit bon, c'est un homme important. Voilà, important, qui a des responsabilités, qui. Il lui dit même, il va même jusqu'à lui dire, je suis au cinéma en ce moment, je vois un film, alors que c'est un film qu'elle aurait aimé voir avec lui, mais voilà, il y a une sorte de sadisme quand même en lui disant je suis là au cinéma, et elle lui dit mais pourquoi tu m'as pas appelé puisqu'on voulait le voir ensemble. Non, mais il veut lui dire qu'il est allé quand même lui, il sait que elle, ça va la... pendant ce temps-là, il aspire de l'énergie. C'est vraiment ça, c'est assez terrible, hein, c'est quelque chose... Donc tu as vécu ça, toi Alors moi, j'ai connu ça, mais pas... Bon, là, c'est très romancé hein, dans le livre. Et donc, j'ai voulu quand même en parler, dénoncer la chose, et puis peut-être essayer d'aider aussi, parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. C'est surtout la victime, entre guillemets, qui se remet en question finalement, alors qu'elle n'est pas coupable, et puis l'autre, voilà, et donc il faut savoir que ça existe, et on ne sait pas forcément que ça existe, enfin, on ne peut pas s'imaginer, c'est un peu le combat du bien contre le mal, en fait. Et c'est assez difficile de s'imaginer qu'il y a des gens sur Terre qui sont de ce côté-là du mal. Enfin, on n'imagine pas trop. Les gens normalement constitués, je dirais, ne peuvent pas penser qu'on puisse agir de la sorte, quoi. Et donc, c'était quelque chose que je voulais dénoncer. C'est quelque chose un peu qui frôle aussi le harcèlement, etc., qui n'est pas... Il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cadre juridique autour de ça. C'est très compliqué. Parce que la femme rentre dans l'histoire d'amour. La femme ou l'homme, hein, ça peut arriver aussi. La personne rentre dans l'histoire d'amour de son plein gré. Je veux dire, personne ne l'a forcé. Mais après, il y a toute c'est cette manipulation verbale, souvent, dans laquelle elle rentre et qui est très difficile d'en sortir. Tu donnes des techniques pour s'en sortir dans ton livre? Non, je raconte l'histoire. Après, il y a des très bons livres, puisque je me suis beaucoup intéressée à cette littérature à un moment donné, par des psys, des gens des thérapeutes qui sont spécialisés là-dedans et qui vraiment qui listent les 30, je ne me rappelle plus le nom de cet auteur qui était vraiment... qui avait vraiment très très bien synthétisé ça, Isabelle Engar quelque chose, qui a vraiment listé les 30 points qui permettent d'identifier ce genre de séducteurs, de prédateurs. En fait, ce sont des prédateurs, c'est des chasseurs, des prédateurs. Et donc, c'est quand même très intéressant parce que si on trouve parmi les 30 points, je ne sais pas, une vingtaine qui coïncident, on peut comprendre qu'on est vraiment là-dedans. Et après, il faut fuir au plus vite. Et ce n'est pas toujours facile parce que parfois, il court après. Parce que ce sont des gens qui ont besoin d'amour et qui ont besoin d'aspirer l'amour de l'autre, en fait, qui ne peuvent pas vivre sans ça. Donc ils vont aspirer cet amour, et puis quand ils ne vont pas le trouver, ils vont aller ailleurs, mais en attendant, celui qu'ils ont trouvé, ils ne veulent pas le lâcher comme ça, donc c'est très très compliqué. Hein, et quand il y a les enfants au milieu... Et quand il y a les enfants au milieu, il y a encore un chantage qui peut se faire, et puis c'est dangereux, c'est vraiment dangereux, c'est de l'ordre du danger... donc c'est quelque chose qui... Voilà, je pense qu'il faut alerter les femmes et les hommes, hein, qu'il y a aussi des hommes qui sont victimes de perversion narcissique. C'est quelque chose qui existe malheureusement, et il vaut mieux le savoir et l'identifier au plus vite. Et toi, donc, tu as été en contact avec ça et tu as pu t'échapper? Oui, moi mais j'ai mis du temps quand même. J'ai mis du temps à comprendre. Alors j'ai mis 2 ans à partir, mais j'ai mis 4 ans à m'en remettre quand même. Donc c'est pas si simple que ça, quoi. 2 ans à partir, quand tu dis 2 ans à partir, il y avait eu d'autres années avant les 2 ans? Non, c'est-à-dire j'ai mis 2 ans dans la relation. Dans la relation. Mais l'impact, il n'est pas anodin, quoi. Parce qu'il y a une dévalorisation complète de soi, parce que la personne vous dévalorise complètement. Il faut retrouver confiance, il faut retrouver une dignité, hein, finalement, puisque la personne vous rabaisse tellement, pas forcément dans des mots directs, hein, c'est très insidieux, en fait. C'est très insidieux, donc il faut ouais, c'est pas simple de s'en sortir. Après, il faut être entouré, j'avais des activités, des choses, des amis, etc. Et la poésie était déjà arrivée? La poésie était déjà arrivée, oui. Donc déjà la poésie était déjà arrivée, mais bon, là, dans ces moments-là, c'est vrai qu'on oublie tout, hein, on sait pas trop, on sait pas trop ce qui peut aider. Tu étais là-bas ou tu étais déjà? Non, j'étais ici. J'étais ici, tu as connu ça ici. Oui. Waouh.
Mais tu t'en es sortie. Oui. Voilà, c'est vraiment du passé. Et j'ai quand même mis... alors, je me suis voilà, et j'ai mis plus d'une dizaine d'années à en parler, à l'écrire en fait. J'avais un matériau qui dormait quelque part, parce que il y a eu beaucoup c'était une relation très épistolaire, c'est-à-dire tout a été, il y a eu un échange de textos, c'est le début des textos un peu, il y a eu un échange de textos très intense, avec des mots magnifiques, enfin tout ce que les femmes ont toujours rêvé d'entendre, peut-être d'un homme, et donc ce matériau, je l'avais copié à l'époque, sans savoir que c'était de cet ordre-là, et il dormait, et puis à un moment donné, je me suis dit, mais tiens, ça a toujours été un peu mon leitmotiv, faire du moche du beau. Ah oui, en fait, voilà, des choses qui arrivent dans la vie, on a tous des choses pas faciles. La victoire, je pense que c'est quand on arrive à transformer ce désastre, ce moche, cette douleur, cette souffrance en accomplissement, en accomplissement, en beauté, en poésie, parce que finalement on peut toujours inverser la chose, et il faut juste arriver à la sublimer, puis donc c'est magnifique. Et donc c'est quoi tes projets là en ce moment? Alors mes projets, donc j'ai sorti ce dernier disque, Ce qui nous lie pendant le confinement, où donc là c'est les paroles, la musique, donc je tourne un petit peu avec ce disque en ce moment, j'ai quelques concerts, et puis je sors aussi d'expositions, puisque je fais de la peinture depuis 6-7 ans, et donc j'ai pas mal exposé là, parce qu'il y a eu des reports de dates dus au Covid, donc en octobre j'ai exposé, là j'ai décroché hier une autre expo, peinture à l'huile et encre. Et donc j'ai des projets d'expo, et j'ai des projets aussi de ressortir un autre disque qui est déjà enregistré en fait, parce que j'ai beaucoup travaillé avec Roger Pouli, qui était le pianiste de Charles Trenet, qui est un homme d'un certain âge aujourd'hui, qui m'a composé peut-être 35 musiques sur mes textes. Et on a enregistré, on a fait aussi un concert d'ailleurs au Cosy Montparnasse à l'époque avec lui. Et donc le projet de sortir un disque de toutes ces... Alors pas avec toutes les chansons, mais on a tellement travaillé pendant des années ensemble, que je compte sortir ce disque peut-être l'année prochaine. J'ai une question un petit peu financière aussi. Et puis voilà, je continue l'écriture. Alors j'ai aussi un livre que je suis en train d'écrire sur les femmes inspirantes, justement, voilà, les femmes qui ont influencé la marche du monde. Exactement, voilà, les femmes d'aujourd'hui. Tu les prends sur une période donnée ou je suis en train de les choisir en fait. On m'a laissé un peu libre choix. J'ai déjà un éditeur. C'est une commande, et donc je prends celles qui me touchent le plus. Alors il y en a beaucoup, mais voilà, j'aime bien aussi les femmes artistes, les femmes peintres, les femmes musiciennes. On ne parle jamais des compositrices. C'est toujours dans les conservatoires, on a la salle Mozart, la salle Beethoven, la salle Ravel. Il n'y a pas de femmes, alors qu'il y en a eu plein des compositrices. Bon, les femmes peintres, on en parle un petit peu, mais oui, ça commence à venir. Un peu, voilà, il y a eu des. J'ai vu des émissions, il y a eu des trucs sur. Oui, il y a des choses un petit. Voilà, il y a de plus en plus, mais c'est. Voilà, ça reste encore comme tout. Finalement, les historiens de l'art, les historiens tout court sont souvent des hommes. C'est souvent des hommes qui mettent en avant, même si c'est vrai que ça change un petit peu. Donc j'ai ça. Je viens de sortir un livre de photos, donc ça, j'en suis très contente, parce que je fais aussi de la photo depuis plusieurs années. Je prends tout le temps des photos partout où je suis. Là, en arrivant, je prenais dans la rue quand je vois un angle qui m'intéresse. Tu as vu le jet d'eau, la fontaine au fond de la rue? Oui, je l'ai prise, en arrivant avec la lumière, justement. Donc voilà, le livre est sorti. Il y a eu un livre de nouvelles qui est sorti, là aussi, le 3e livre de nouvelles. Et il y a eu un livre qui a été écrit en confinement, une correspondance que j'ai faite avec une amie pendant le confinement, où on a échangé nos états d'âme, où on a... elle est prof d'anglais, et donc on a un peu refait le monde avec les événements qui se passaient, c'est-à-dire on écoutait une émission télé, on écoutait un philosophe, on lisait un livre, etc. On a réagi un petit peu au jour le jour, et c'est devenu une correspondance littéraire, et on vient de la publier aussi, donc elle vient de sortir. Et ça s'appelle comment? Ça s'appelle Il faut imaginer Sisyphe heureux. Voilà, aux éditions Le Lys Bleu. Et donc le livre de photos L'œil et le cœur est sorti aux éditions Unicité, et le recueil de nouvelles D'ombre et de lumière est sorti aux éditions L'Échappée belle. Voilà, dis donc, quel boulot. C'est beaucoup de travail, beaucoup de travail, plus les expos, plus etc. Donc, et tu as 2 garçons, tu m'as dit? Et j'ai 2 garçons qui sont plus grands maintenant. Mais ça va, tu t'en occupes plus toute la journée. Plus toute la journée, mais il faut toujours s'en occuper, les garçons. Quel âge ils sont, tes garçons? 27 et 29. Ah oui.
Il y en a un qui vient de se marier. Donc ah oui, bah tu vas être grand-mère. J'allais dire après. le petit, mais il a 27 ans quand même, c'est pas si petit que ça. Excellent. Donc voilà, ça c'est... Oui, voilà, c'est un grand plaisir évidemment. Et ils sont dans l'artistique eux aussi ou pas du tout? Non, pas du tout, non. Non. Enfin, quoique celui qui s'est marié donc, fait du saxo, a fait beaucoup de saxo et donc il est très musicien, mais il travaille en tant qu'ingénieur. Et son frère travaille dans le data, donc dans quelque chose d'assez scientifique aussi. Donc, mais il est très poète dans l'âme, donc voilà, peut-être qu'un jour, comme oui, bon, que ça moi se ça révèle, m'est aussi arrivé plus tard, je pense que c'est des choses qui peuvent émerger si besoin est ou si ça se présente. Et tes parents, qu'est-ce qu'ils disent maintenant de Alors mes parents, cette réalisation c'est pas toujours évident parce qu'ils sont restés quand même sur la voie tracée initiale, ils ne comprennent pas toujours cette déviation. Je suis un peu dans la déviation, donc il y a une sorte de fierté, mais c'est pas complètement déclaré. Il y a quand même bon, c'est vrai que le métier d'artiste c'est très compliqué, on ne gagne pas forcément sa vie de manière. Ah voilà, c'est la première chose qu'ils demandent. Oui, parce qu'en fait les parents, je crois que bon, c'est un petit peu cette génération aussi. Et puis c'est des générations qui ont vécu des choses difficiles, donc ils veulent que les enfants... Enfin, le critère, c'est la réussite sociale, etc. Donc c'est ce qu'ils nous ont donné, moi et mes frères. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu, moi, dévié, et c'est pas toujours facile pour eux de comprendre ce revirement, en fait. Mais il ne faut pas en parler, en fait, pour que ça se passe bien. J'ai un métier à côté, voilà, je suis journaliste, donc j'assure un petit peu mes fins de mois, voilà. Et puis après, le côté artistique qui prend quand même beaucoup de place chez moi, et de plus en plus avec le temps. Pour eux, c'est un petit peu un bonus. Pour moi, c'est quand même très essentiel. Bon, c'est une manière différente de voir les choses, quoi. Et tu m'as dit que ta maman était née en Tunisie, c'est Ma ça? mère est née en Tunisie, oui, tout à fait. Elle a vécu là-bas jusqu'à ce qu'ils doivent partir dans les années 60. Mon père est né à Marseille, est arrivé en Tunisie à 5 ans. Ah ouais. Voilà, de parents d'origine turque. Et donc, mon père a fait la guerre en Tunisie en tant que Français. Il a écrit sa vie d'ailleurs dans un livre qui s'appelle Saga Séfarade, où il raconte tout ce parcours qui était quand même assez difficile. Et la guerre, et puis il a assisté à la libération de Dachau, et puis son intégration ensuite en France, le départ en France, où ils ont dû tout laisser là-bas. Dans les années 60, ça a été assez difficile. Et puis il fallait aussi... alors ils étaient ravis d'être en France, mais il fallait s'intégrer, le climat, le métier. Voilà, c'est toute cette épopée des Juifs d'Afrique du Nord, en fait, qui racontent. Et voilà, mais bon, il y a toujours eu un grand sentiment de... Et toi, tu es née moi, je suis née France, ici, oui, tout à fait. Oui. Alors écoute, moi j'ai une question rituelle pour tous ceux qui viennent là, comme les temps ont été un petit Oui, complètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelles sont les techniques que tu as, toi, quand c'est comme ça, pour justement, tu nous as dit la poésie, l'écriture, l'art, est-ce qu'il y a d'autres choses? Je crois qu'il y a vraiment la création de manière générale. C'est la création, pour moi, c'est fondamental. D'être dans ton énergie, Oui, en fait, c'est vrai que j'ai l'impression de passer mon temps à bosser, mais je bosse beaucoup. Enfin, je fais des choses que j'aime, donc c'est pas... Voilà, ça me coûte, mais c'est des choses que je veux faire, donc c'est pas... Mais c'est vrai que je passe pratiquement mon temps à écrire, quand j'ai un petit moment. Aller faire des signatures dans tes... Voilà, il y a aussi cette démarche qui est difficile. Oui, cette démarche commerciale, elle est un peu difficile quand même. Il faut le faire parce que, bon, quand on n'a pas d'argent, etc., on est obligé de se vendre, entre guillemets, soi-même. Mais si on veut exister aux yeux des autres, il faut aussi... Et puis le but est aussi de partager. C'est pas juste de faire des choses pour soi, donc il faut présenter ce qu'on fait. Chanter, on a envie d'être sur scène, on a envie qu'il y ait un public. La peinture, on a envie de l'exposer, de la partager aussi, de montrer. Il y a des périodes déjà, il y a des choses, donc ça c'est difficile aussi parce que c'est... Et la prochaine expo, c'est quand?
Alors là, je viens juste de terminer la dernière. Il y en a une à la rentrée et il y en aura peut-être une en avril. C'est pas encore sûr. Voilà. D'accord. À Paris. Donc tu as beaucoup de toiles quand tu fais une expo comme ça? Alors là, j'en ai une trentaine. Wow. Avant, j'en avais une cinquantaine dans celle d'octobre au fil rouge. C'est énorme. Ouais. D'habitude, c'est j'ai une énorme production. J'ai une grande production. Ouais. Et c'est des grands. Alors là, c'était des grands formats puisque pendant le confinement, en fait, le confinement m'a permis voilà, il y a des trucs d'1 mètre, 1,30 m, ce qui est quand même assez important. L'expo d'avant, c'était des plus petits formats. Mais j'ai beaucoup produit en fait ces dernières années. Quoi, c'est figuratif? Non, c'est plutôt abstrait. Abstrait. Plutôt abstrait, peinture à l'huile pour la dernière expo qui s'appelait Effervescence au pluriel. Voilà. Et j'aime beaucoup Marc Rothko, j'aime beaucoup Nicolas de Staël. Enfin, c'est vraiment les peintres fétiches pour moi. Donc je me suis beaucoup inspirée, enfin en tout cas c'est... Tu fais ça chez toi? Je fais ça dans un atelier, sauf que pendant le confinement l'atelier était inaccessible, donc j'ai fait ça chez moi. Donc les grands formats... Comment tu fais alors? J'étais dans ma cuisine, c'était très compliqué, j'avais pas beaucoup de recul par rapport aux grands formats, mais... En fait, je crois que c'était plus fort que moi. Il fallait que je fasse. Fallait que je fasse. Et puis là, j'ai laissé, parce que c'est quand même un peu un déménagement. Il faut sortir l'huile, la térébenthine, le white spirit. Enfin, pendant le confinement, j'étais en télétravail et donc je laissais tout dans la cuisine. Et voilà, j'avais pas besoin à chaque fois de tout ranger, de remettre. Voilà, j'ouvrais la fenêtre et j'ai beaucoup peint comme ça le soir en rentrant. Enfin voilà, c'est... Un grand plaisir. J'ai reçu ici beaucoup de comédiens qui ont des carrières de 60 ans de carrière, 50 ans de carrière et tout. Et je me souviens que moi j'ai commencé en tant que chanteuse à être artiste et c'est vrai que je ne faisais pas tout ça dont tu parles, de s'occuper de ceci, de cela. Et un jour j'ai voulu faire des spectacles pour enfants quand mon fils était petit, donc... J'étais épuisée parce qu'il y avait tellement à faire, remplir les salles, avec les écoles et tout ça. Et il y avait un directeur de théâtre qui était très gentil, il m'appelait, il me briefait par téléphone pour me dire ce qu'il fallait faire. Bon, maintenant, j'ai dit, mais tu sais, moi, c'est pas mon boulot, quoi. Moi, je suis chanteuse. Pas du tout le boulot de l'artiste. Et il m'a répondu, écoute, les gens du théâtre, ils sont obligés de faire tout. Ah oui. Oui, nous dans le théâtre, il y avait une sorte de scission. C'était très intéressant. Ça m'avait d'ailleurs fait du bien d'entendre ça. Nous, dans le théâtre, on est partout. On est aux entrées, on est à la vente des trucs, on est à la promo. Un peu comme au cirque finalement. Voilà, exactement. Donc il y a beaucoup d'artistes qui sont, sauf à un certain encore plus niveau. Aujourd'hui, je pense. Encore plus aujourd'hui où les salles veulent qu'on amène les gens, veulent qu'on fasse les affiches, veulent qu'on fasse la communication. Donc il y a moins de... Il y a moins d'accueil des lieux. En même temps, c'est bien parce que les artistes ont leur indépendance, si tu veux. Donc c'est pas dans les... Parce que tu peux piquer des sacrées colères quand c'est dans les mains des autres. C'est vrai aussi. Donc, mais moi, je râle un peu parfois parce que ça me prend beaucoup de temps. Et ce temps-là, j'aurais pu le passer après. J'aurais préféré largement le passer après. Plus le relationnel, plus solliciter les gens. C'est pas toujours évident. C'est malgré tout un acte... C'est beaucoup d'énergie. C'est beaucoup d'énergie. Puis je crois qu'un artiste n'est pas fait pour se vendre. C'est-à-dire pour moi, c'est des métiers différents. Mais on est obligé de le faire. On est obligé de le faire. Mais on est les plus mal placés, me semble-t-il, sur soi-même pour... Oui, mais en même temps, je me souviens d'un rendez-vous que j'avais eu dans une maison de disques et le monsieur m'avait dit, vous savez, normalement, ça ne se fait pas, ce que vous faites, de venir directement, comme ça, en tant que chanteuse, rencontrer. Il faudrait que vous ayez une attachée de presse ou un attaché de presse, mais il faut qu'il soit à 100%, d'abord qu'il comprenne à 100% ce que vous faites, et qu'il vous aime à 100%. Qu'il aime votre production à 100%, sinon ça ne vaut pas le coup. Oui, qu'il soit dans et c'est vrai, c'est vrai que ça ne fonctionne que comme ça, quoi. Donc c'est carrément un sacré truc à faire, mettre en place. C'est un sacré truc. Puis je crois que ça se fait moins aujourd'hui, les agents, les impresarios, il y en a quand même. Il y en a quand même, oui. Il y en a quand même. Bon, alors, tu n'as pas d'autres tuyaux à donner à nos téléspectateurs d'être toujours optimiste, je crois, parce que je pense qu'on a tous des événements difficiles dans la vie, que la vie n'est pas simple. Je crois qu'il faut toujours se dire on peut rebondir. Alors, ça peut prendre un peu de temps. Chacun a des ressources différentes aussi. Mais je crois que c'est cette énergie, si je peux passer une énergie, c'est celle-ci, c'est celle de ne pas désespérer et peut-être de transformer ces choses négatives en quelque chose de positif, voilà, par
la création, mais ça peut être par plein d'autres choses. Je sais pas, il y a des gens qui vont aller faire du sport, qui vont se dépenser, qui vont faire une activité qu'ils aiment, qui vont faire de la randonnée. Oui, trouver un truc qui apporte de la joie. Voilà, où on se retrouve, où on se fait plaisir, et puis après les choses... puis il y a aussi, on rencontre des gens intéressants sur le parcours, c'est ça aussi qui nous réconcilie parfois avec la vie aussi. Quand tout est difficile, heureusement, il y a des... Enfin, moi, j'ai rencontré des gens formidables. Dans des moments vraiment où j'en avais besoin et c'était fantastique et je leur dois beaucoup parce que et certains m'avaient expliqué d'ailleurs que c'est une chaîne en fait, c'est une chaîne, c'est-à-dire qu'une personne va vous aider un jour, on ne sait pas pourquoi, ça tombe comme ça, une sorte de main tendue tout d'un coup. Et bon, elle est tellement importante dans des moments particuliers. Et puis ensuite, ensuite vous allez peut-être aider quelqu'un d'autre. Voilà, quelqu'un d'autre. C'est pas quelque chose qui c'est pas. La chaîne, elle est pas linéaire. Ça se fait de manière. On sait pas trop comment ça marche, mais c'est très agréable. Et je pense que c'est assez vrai. C'est-à-dire que quand on identifie des gens dans certaines situations, on a envie de les aider parce qu'on a peut-être certaines clés qu'ils n'ont pas. Et après, la personne passera ça à quelqu'un d'autre quand elle sera en mesure de... Je crois assez à ça, cette chaîne de solidarité, finalement d'amour. Hein, c'est de l'amour. C'est de l'amour qui circule et il faut le faire circuler. Et il faut... Voilà, on est là quand même sur Terre pour faire des belles choses et pas pour détruire les autres. Ça n'a pas de... Ni détruire les choses, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc, bon, alors tu vas revenir quand il y aura toutes ces choses que tu prépares. Voilà, c'est toujours sur la continuité. Il y a toujours, voilà. Moi, les choses se sont ajoutées un peu avec le temps, mais c'est vrai que ça a commencé par l'écriture. La musique est revenue par le biais de la scène, finalement, de la chanson et de la composition. Et la peinture est arrivée plus tard. Mais pour moi, c'est le même message, en fait. C'est le même message. C'est mettre de la couleur sur la vie. C'est des moyens d'expression différents. Oui, mais qui transmettent finalement, enfin, je pense, j'essaye du moins cette idée qu'on peut toujours rebondir et qu'il y a tellement belles choses et que que le monde est poésie. Il suffit de regarder une petite lueur là sur la fontaine d'à côté. Et puis, c'est vrai, il y a de la magie partout en fait. Hein, tant dans la lumière. Enfin, en fait, il faut toujours regarder vers la lumière. C'est surtout ça. Bravo. Elle est là. Merci à toi. Merci beaucoup, Hélène. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, c'est ça beau scande le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière tu me connaissais, toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière je te connaissais, toi mon frère.
Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé, posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté, apporter la paix.